chose que je voulais vous dire, alors justement, vous avez abordé la question de l'obésité. Il y a quand même un problème actuel avec l'obésité. Je crois que ça se répand de plus en plus. Vous parliez tout à l'heure des pays asiatiques. On commence à se rendre compte qu'il y a de l'obésité alors qu'avant, chez les Chinois, il n'y en avait pas. Ah, exactement. Ça, c'est quand même quelque chose de... Moi, ça m'a frappé aussi de voir les chiffres. Il y a 20 ans, il n'y avait quasiment pas de McDo en Chine. Et là, c'est parti, il y en a tellement. Et donc, les enfants chinois commencent à être obèses, sédentaires. Ils jouent à la console, exactement comme les Occidentaux. Et c'est ça un problème. On voit que finalement, c'est pas génétique. Parce que les Chinois, à l'origine, les Asiatiques ne sont pas des obèses, ce sont des gens secs, ils sont maigres. Et ils font toujours plus jeunes que leur âge. Parce qu'ils ont un... Non, mais c'est vrai. Excusez-moi, je ne veux pas jeter... Il n'y a pas de Chinois dans la salle, mais s'il y en avait, je dirais la même chose. Ils sont toujours sveltes. On dirait qu'ils ne vieillissent pas, le visage. Ils ont une forme de stoïcisme, je ne sais pas. On ne voit pas trop les affects. Vous voyez, on ne les voit pas troublés. On les voit... Ils ont toujours une dignité, même quand on les voit face à des tsunamis ou des jeunes. On reste perplexe devant ces visages. C'est pour ça qu'on a du mal à savoir ce qu'ils pensent, hein, quand on les examine. Si vous avez un cardiologue chinois, peut-être vous ne le saurez pas. J'ai eu un dentiste chinois, j'ai eu très peur. Mais bon, il y a un cardiologue, je n'ai pas testé. Mais c'est vrai qu'ils vont en arriver aux mêmes symptômes que... Là c'est un très bon exemple, ce que vous dites. Très bon exemple. Des fois, je réfléchis un peu. Hein. Non, mais c'est vrai que là, le cerveau, formidable. Hein. Vous avez un cerveau. C'est un très bon exemple parce que les patients obèses viennent nous voir en disant de toute façon, on ne peut rien faire pour mon poids, c'est génétique. Voilà, ma mère était comme ça, mon père était comme ça. Mais les Chinois, cette génération de Chinois, elle commence à être obèse. La génération juste avant, ils ne l'étaient pas. Comment ils expliquent ça alors? Pourtant, c'est les fils de cette génération. Ben, c'est l'environnement. C'est dans quel cas on met quelle personne. Et il y a eu déjà des essais épidémiologiques. Les Japonais de l'après-guerre qui se sont installés aux États-Unis, qui étaient issus de gens qui avaient une génétique de gens fins, qui étaient maigres, ils ont mangé comme les Américains, et en une génération, ils sont devenus comme les Américains. Oui, donc c'était vraiment l'environnement, la sédentarité, la malbouffe. Hein. Encore en France, on est protégé. Alors vous avez entendu parler du paradoxe français. J'en parle un petit peu. Oui. Ben, c'est que les Français mangent dans un régime occidental, donc ils mangent des acides gras, ils mangent de la viande, ils mangent des choses qui peuvent amener des maladies cardiovasculaires parce qu'il y a du cholestérol, et finalement ils meurent un peu moins que leurs voisins européens. Et on s'est demandé pourquoi. On s'est dit qu'il y a un paradoxe. Eh ben, c'est un peu le mode de vie français parce qu'on a un régime qui est assez structuré, le régime où on mange le midi à table, en famille, on prend du temps et on mange assez varié. On a quand même plusieurs fruits et légumes variés, on a du pain, on a un peu de vin rouge et ça fait qu'il y a un effet protecteur. Mais c'est pas un élément, c'est pas une seule chose, pas une vitamine comme souvent les pharmaciens ou les industriels vont nous le faire croire. C'est un ensemble. C'est dans ce contexte, ces vitamines, ces polyphénols dans le vin, tout ça, sont absorbés et contribuent à la bonne santé cardiovasculaire. L'origine crétois. Voilà, exact, voilà, exactement. Et c'est pour ça que les Français ont un taux de maladie cardiovasculaire plus bas que les voisins. C'est ça un peu le paradoxe français. Bon, c'est pour simplifier. Mais pour dire que finalement, la façon dont on mange, ce qu'on met dans l'assiette, c'est ce qu'on va retrouver dans notre estomac, puis dans nos artères. C'est très important. Oui. Alors, voilà, vous en parlez beaucoup, notamment l'apnée du sommeil. Voilà, l'apnée du sommeil, oui. L'apnée du sommeil, c'est un diagnostic assez récent, relativement récent, qui a été découvert il y a 25 ou 30 ans. Et pour nous, cardiologues, on ne pensait pas être concernés au début parce que c'était dans le domaine de la respiration. Les gens avaient du mal, donc ils dormaient très mal. Le matin, ils se réveillaient avec une sensation de ne pas être reposés. Ils avaient une baisse de concentration, ils avaient de l'hypertension artérielle qu'on n'arrivait pas à faire baisser, une baisse de la libido. Et finalement, c'était des gens qui étaient déstructurés dans leur vie quotidienne. Ils dormaient souvent. Dès qu'ils étaient dans une salle d'attente ou au volant de la voiture au feu rouge, ils s'endormaient. On leur disait, bah, écoutez, vous êtes gros, vous avez pris du poids, vous êtes fainéant. Voilà. On les traitait en fait de gens qui n'étaient pas adaptés dans leur société. Et jusqu'à ce qu'on découvre que ces gens ronflaient et faisaient des arrêts respiratoires, l'apnée du sommeil. Et c'est un syndrome très important parce qu'on peut les soigner avec donc des techniques adaptées, ce que ne font pas les cardiologues. Mais en tout cas, on a vu qu'avec le soin de ces pathologies, l'apnée du sommeil, il y a beaucoup moins d'hypertension artérielle, beaucoup moins d'accidents vasculaires, notamment la nuit, et beaucoup moins d'infarctus. Et finalement, a posteriori, nous cardiologues, on se disait, il y a beaucoup d'événements qui se passaient la nuit. Le matin, les gens se réveillaient, ils avaient fait un infarctus ou une poussée de tension avec une attaque cérébrale, ils se réveillaient, ils étaient paralysés. On n'arrivait pas à l'expliquer. Eh bien, je pense que l'apnée du sommeil,
qui est une pathologie finalement grave, peut expliquer une partie de ces phénomènes et de ces pathologies. Et depuis que ces patients sont soignés, ils font beaucoup moins d'hypertension, ils sont beaucoup mieux, ils ont moins de diabète, une tension beaucoup mieux contrôlée. Et puis ils doivent se sentir mieux, parce que quand même, quand on est toute la journée à se demander, voilà. Enfin à se dire qu'on a sommeil, que c'est quand même... Ils ont une meilleure concentration, ils sont plus performants, ils ont de nouveau confiance en eux. Je trouve que ça, c'est vraiment une pathologie qui a été catastrophique, et la guérison, le soin de cette pathologie, la prise en charge, a permis nettement d'améliorer ces patients. Et c'est vrai que voilà, c'est important, donc le cardiologue doit poser la question à un patient pour lequel il n'arrive pas à régler l'hypertension, lui demander: est-ce que vous ronflez? Est-ce que votre conjoint a constaté que vous vous arrêtez de respirer la nuit? Est-ce que le matin vous n'êtes pas reposé? Alors des fois ils me disent: oui, effectivement, je dors 8 heures, je ne comprends pas, je suis crevé, j'en peux plus. Et là il faut faire une recherche d'apnée du sommeil, c'est des fois très, très rentable. On peut trouver des choses et on peut le soigner, c'est vrai. Et l'insomnie, carrément, pure, est-ce que ça a un lien avec le cœur ou pas du tout? Alors, il y a toujours une raison à ce moment-là. Alors, je leur pose la question, des fois les gens me disent: voilà, docteur, je ne dors pas la nuit. Alors, je suis curieux, mais pourquoi? Alors, le cardiologue, il cherche des signes qui peuvent faire penser à une maladie cardiaque. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Vous vous réveillez en pleine nuit, suffocant, cherchant de l'air? Ça, c'est le signe de l'œdème du poumon, donc de l'insuffisance cardiaque. Ça, on demande. On tend la perche, on dit: vous êtes sûr, vous ne vous réveillez pas la nuit, cherchant de l'air? Non, non, c'est pas ça. Vous avez quoi, des palpitations? Alors, des fois, ça peut être ça. Donc c'est à nous de guider les patients pour qu'ils amènent à se confier, à dire ce qui les gêne. Parce qu'il y a souvent une raison à l'insomnie. C'est pas toujours cardiaque. Des fois, c'est des soucis de santé. Alors c'est quoi l'insomnie? Est-ce qu'on a du mal à s'endormir? Ou alors on arrive à bien dormir, mais après on se réveille à 3 heures du matin et on cogite. Il y a différents types. Alors des fois, ça peut être aussi une dépression ou une anxiété cachée. Il faut le savoir, il faut poser la question au patient. Et l'insomnie peut être révélateur de ces deux maladies qui ne sont pas cardiaques. Mais c'est intéressant de les soigner quand même, dépression ou anxiété. Moi je réfléchis parce qu'il y a beaucoup de philosophes insomniaques, donc ça me fait penser que si Oran ne dormait pas, non mais il était obligé de prendre son vélo, d'aller de Paris jusque dans le nord, il faisait des kilomètres et des kilomètres pour arriver effondré. C'était ses amis qui le couchaient dans le premier endroit venu pour qu'il dorme quelques heures. Ça c'est abominable aussi. Alors après, quelle vie avoir, hein. Bon, après il y a des personnalités, hein. Il y a des oiseaux de nuit, il y a des personnes qui ne dorment pas et qui sont très performants quand même, hein. Dans la journée, Napoléon dormait très peu, il était performant je pense, hein, sur les champs de bataille. Il y a plein de gens comme ça, enfin, on a plein d'exemples de gens qui ne dorment pas et qui sont très bien. C'est pas toujours une pathologie. Après c'est la personne. Cas particulier. Parce que finalement, vous avez des catégories pour reconnaître un peu les... Il y a des comportements types, enfin des profils de patients. Oui. Voilà, alors... il y a des profils. Alors ça, c'est au bout de plusieurs années d'expérience. On se rend compte que lorsqu'un patient vient, il annonce un peu son problème, il parle de sa pathologie. On sait déjà vers quel profil il va se diriger. Par exemple, il y a des personnes jeunes, des jeunes filles qui ne font pas beaucoup de sport, qui viennent souvent accompagnées de leurs parents parce qu'elles ont des pointes au cœur, d'intenses palpitations, et les parents sont inquiets en disant: voilà, c'est forcément le cœur parce que c'est des pointes au cœur. Alors elles viennent, elles ont un peu peur, elles sont inquiètes de savoir ce qu'on va trouver, mais on sait déjà le profil type, on sait déjà que ça ne va pas être le cœur, parce que les pointes au cœur, c'est quasiment jamais une maladie du cœur. C'est souvent superficiel, mais on les laisse parler. Et là, on se rend compte, on sait très bien qu'elles vont nous dire qu'elles ne font jamais de sport, qu'elles ont souvent une hygiène de vie un peu déstructurée, qu'elles boivent du coca, qu'elles se couchent à pas d'heure, elles boivent même d'autres choses. Et finalement, elles ont une croissance importante, elles ont des problèmes de dos, et on sait déjà d'où ça va venir. Mais c'est pas grave, on les laisse parler. On connaît déjà la fin de l'histoire. On laisse terminer, elles expriment ce qu'elles ont à dire, on fait notre examen, parce que c'est quand même un minimum, un électrocardiogramme, donc ces fameux enregistrements avec les ventouses sur la poitrine, et on conclut, ce n'est pas le cœur. Alors là, il y a un grand soulagement, mais on essaie quand même, on ne va pas botter en touche, on disait: bon, c'est pas le cœur, allez, merci, ça fait $100, vous allez pouvoir voir ailleurs. Non, on essaie quand même de les rassurer en disant: mais est-ce que vous n'avez pas des fois des douleurs au dos? Si, souvent je suis mal assise, ou alors je dors très mal. Ça pourrait effectivement venir de là. Et il y a des syndromes où il y a les patients, tous les patients se plaignent de douleurs du dos avec une compression nerveuse radiculaire qui irradie vers le devant, vers la poitrine, qui peut simuler des douleurs. Et finalement, c'est superficiel. Alors moi, comme je suis toujours très imagé, je leur dis finalement: le moteur va bien, c'est la carrosserie.
Ah, la jeune fille doit être contente. Ça fait un problème de carrosserie. Il y en a qui ont de beaux châssis. Ah, je connais bien le médecin. Eh ben, dites donc. Oui, alors du coup, ça veut dire que vous les encouragez à quoi? À faire du sport, à limiter voilà, tout souvent, ce qui est voilà, souvent, c'est ça, c'est sucre, graisse, voilà. tout ça. Souvent, on les recadre un petit peu. Parce qu'elles sont à un moment donné de l'adolescence où elles sont en quête d'elles-mêmes, savoir un peu ce qu'elles... sentimentalement, aussi les examens, elles ont besoin de savoir. Donc on les rassure en disant le cœur va bien. Je vous conseille de faire un peu plus de sport. Elles disent, oh, mais moi j'ai jamais été très sportive. C'est pas grave, faites un peu de la marche. Par exemple, vous allez vous promener sur la corniche, faites une balade le dimanche, seul ou avec quelqu'un. Ayez un but. Par exemple, faites une photo, allez voir un parc ou allez vous oxygéner parce que finalement, si vous sentez votre cœur battre, palpiter, c'est peut-être parce qu'il a envie de bouger, de sortir de la cage thoracique. C'est peut-être ça le problème. Alors donne les conseils. Excusez-moi, j'allais juste venir sur l'idée. Et c'est surtout les jeunes femmes ou vous avez aussi des jeunes plus. Alors ce profil, c'est beaucoup des jeunes femmes, des adolescentes. Et les hommes, ils viennent quand alors? Ils viennent un peu plus tard. Alors souvent les hommes... pas les ados, eux ils estiment que ça va. Les ados n'ont pas... Ils en ont aussi des problèmes, mais moins. Donc c'est pour ça que je donne des profils, c'est pas que j'en aurais pas, mais moins. Disons 8 fois sur 10 c'est une jeune fille. Après 2 fois sur 10 c'est un jeune homme. Après les hommes viennent à un âge un peu plus avancé, vers la